Le 11 juin 1982, un petit extraterrestre fait pleurer le monde entier au cinéma. Le 5 juin 83, un Français soulève Roland-Garros et marque toute une génération. Le 23 juin 96, un plombier moustachu saute pour la première fois en 3D et change à jamais le paysage du jeu vidéo. Trois dates, trois époques, mais une seule chose en commun, le mois de juin. Bienvenue dans la Grosse View, une émission où le temps ne se suit pas. Ici, on ne suit pas une année, mais on explore un mois à travers le temps. Du cinéma à la musique, de l'histoire aux événements qui ont marqué le monde. Un peu de sport, un peu de jeux vidéo et parfois des histoires absolument improbables. Tout ça sur un seul mois. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, direction le mois de juin. Alors, installez-vous et tout de suite. Et maintenant, place au générique. Et avant de parler d'histoires ou d'événements qui ont changé le monde, il y a aussi ces moments qu'on a vécu dans le noir d'une salle, ou avec un casque, sur les oreilles des images, des sons qui traversent le temps. Commençons par le ciné-musique. Le 11 juin 1982, un film va marquer l'histoire du cinéma. Pas d'explosion, pas de méchant, pas de bataille finale. Juste l'histoire d'une rencontre, celle d'un enfant avec un extraterrestre oublié sur Terre. Avec E.T. l'extraterrestre, Steven Spielberg signe sans doute son film le plus personnel. E.T. au fond, c'est presque un ami imaginaire. À une époque où la science-fiction et le fantastique misent surtout sur le spectaculaire ou l'inquiétant. On sort à peine de Star Wars qui révolutionne le space opéra, d'Alien qui installe une science-fiction sombre et oppressante, ou encore de The Thing, où la créature devient une source de paranoïa pure. Spielberg, lui, fait exactement l'inverse. Il ramène le fantastique dans une chambre d'enfant. Il place la caméra à hauteur d'enfant, filme les adultes comme des silhouettes presque absentes et nous force à voir le monde comme Elliot. Pour renforcer ce lien, le tournage est pensé de façon très particulière. Les enfants tournent souvent dans l'ordre chronologique du film, ce qui est extrêmement rare, afin de préserver leurs émotions et leur évolution naturelle. Le jeune Henry Thomas, qui joue Elliot, impressionne toute l'équipe dès son audition. Quand Spielberg lui demande de pleurer, il improvise une scène où il imagine qu'on lui arrache son chien. Résultat, toute la pièce est bouleversée et lui décroche le rôle immédiatement. Quant à E.T. lui-même, ce n'est pas un simple effet spécial. C'est une marionnette animatronique conçue par Carlo Rambaldi, déjà à l'origine de la créature d'Alien. Plusieurs versions sont utilisées sur le tournage, capables de bouger les yeux, les doigts ou même de simuler la respiration. Pour rendre le personnage encore plus crédible, Spielberg fait appel à de vrais enfants, mais aussi à des personnes atteintes de nanisme pour incarner E.T. dans certaines scènes en costume. Mais ce qui donne vraiment envie à E.T., c'est aussi sa voix. Un mélange de plusieurs sources, dont celle d'une femme âgée, fumeuse de longue date, Pat Welch. Sa voix abîmée, fragile, presque cassée donne au personnage une tonalité unique, une voix imparfaite mais profondément humaine. Et puis, il y a cette scène finale devenue culte. Spielberg cherche quelque chose de simple, de l'émotion vraie. Et pour y parvenir, il contrôle énormément l'ambiance du plateau. Certains enfants ne voient presque pas la marionnette d'E.T. en dehors des prises afin de préserver une forme de magie. Au moment de tourner l'adieu, les émotions ne sont pas forcées. Les regards, les silences, les larmes, tout sonne juste. Quand Elliot dit au revoir à E.T., ce n'est pas seulement un personnage qui disparaît. C'est un lien qui se brise. Et c'est exactement ce que ressentent les enfants à cet instant. La magie se prolonge au montage par ailleurs, notamment grâce à la musique du légendaire John Williams. Spielberg ira même jusqu'à remonter certaines scènes pour les adapter au rythme de la musique, et non l'inverse. À sa sortie, E.T. devient un phénomène mondial. Le film bat tous les records et reste pendant plus de 10 ans le plus grand succès de l'histoire du box-office, avant l'arrivée d'un film préhistorique. Mais au-delà des chiffres, E.T. change quelque chose de plus profond. Il prouve qu'un blockbuster peut être fragile, intime et profondément humain. Et aujourd'hui encore, une simple image suffit. Un vélo qui s'élève dans le ciel, devant la lune, et instantanément, tout revient. En juin 1993, Spielberg revient au cinéma. Et cette fois, il ne va pas seulement émouvoir le public, il va aussi le stupéfier. Avec Jurassic Park, les dinosaures quittent définitivement les livres pour apparaître à l'écran comme s'ils avaient toujours existé. À l'origine, le projet devait reposer presque entièrement sur des effets spéciaux traditionnels, avec des maquettes et des animatroniques conçus par Stan Winston. Des créatures gigantesques, mécaniques, capables de respirer,
cligner des yeux et interagir physiquement avec les acteurs. Mais en parallèle, une petite équipe d'Industrial Light and Magic travaille sur quelque chose de nouveau. Des tests en images de synthèse. Au départ, personne n'y croit vraiment, jusqu'au jour où Spielberg découvre un T-Rex courir en numérique. Et à ce moment-là, tout bascule. Le film devient l'un des premiers à combiner de manière crédible effets pratiques et images générées par ordinateur. Un équilibre inédit qui va redéfinir les standards du cinéma. Sur le tournage, pourtant, tout reste très concret. Le T-Rex animatronique, par exemple, est si réaliste qu'il pose problème sous la pluie. Sa structure absorbe l'eau, devient plus lourde et se met parfois à bouger toute seule, provoquant de véritables moments de panique chez l'équipe technique. Certaines scènes deviennent immédiatement mythiques, celle de la cuisine, avec les vélociraptors est pensé comme un film dans le film. Tension, silence, chorégraphie millimétrée. Spielberg s'inspire directement du cinéma de suspense, notamment celui d'Alfred Hitchcock. Et puis il y a cette scène, celle du verre d'eau. Un simple plan où les vibrations annoncent l'arrivée du T-Rex. Pour obtenir cet effet, l'équipe place une guitare sous le tableau de bord du véhicule et fait vibrer les cordes pour créer des ondes parfaitement reconnaissables. Une solution simple pour un effet devenu iconique. Et à sa sortie, Jurassic Park est une claque mondiale. Le public découvre des créatures crédibles, vivantes, presque tangibles. Le film bat des records et surtout, il marque un tournant. À partir de là, le cinéma ne sera plus jamais le même. Les images de synthèse ne sont plus une expérimentation, elles deviennent un outil central. Et Hollywood entre définitivement dans une nouvelle ère. Mais au-delà de la prouesse technique, Jurassic Park reste aussi une leçon de mise en scène. Spielberg ne montre pas tout. Il suggère, il construit l'attente, joue avec les sons, les silences et transforme chaque apparition en événement. Aujourd'hui encore, plus de 30 ans après sa sortie, les dinosaures de Jurassic Park continuent d'impressionner. Preuve que parfois, la révolution ne se voit pas seulement, elle se ressent. Ces films ont marqué les époques par leur image. Mais il y a autre chose qui reste encore plus longtemps. Une mélodie, une voix, un rythme. Parce qu'en juin, la musique aussi a écrit son histoire. Et commençons par History Past, Present and Future. En juin 1995, Michael Jackson ne sort pas simplement un album. Il reprend le contrôle de son histoire. Avec History Past, Present and Future, Book 1, il propose un projet hors norme. Un double album, à la fois regard sur le passé et réponse au présent. D'un côté, ses plus grands succès, et de l'autre, des titres inédits, beaucoup plus personnels, parfois sombres, souvent engagés. Car à ce moment-là, Michael Jackson n'est plus seulement une superstar. Il est aussi au cœur d'une tempête médiatique. Accusations, pression constante, images fragilisées. L'artiste est attaqué sur tous les fronts. Et His Story devient une réponse directe. Dans plusieurs morceaux, il règle ses comptes avec les médias, dénonce le traitement qu'il subit et expose une facette plus vulnérable de sa personnalité. Il ne cherche plus seulement à faire danser, il cherche à s'exprimer. Musicalement, l'album reste extrêmement ambitieux. Il mélange pop, rock, R&B et sonorités plus industrielles avec une production massive, presque cinématographique. Mais ce qui frappe surtout, c'est le contraste entre l'icône mondiale et l'homme derrière le mythe. Le lancement de l'album est à l'image du personnage, spectaculaire. Une statue géante de Michael Jackson est installée dans plusieurs villes du monde, comme une figure presque mythologique entre stars et monuments. À sa sortie, History devient un succès mondial, colossal, avec des millions d'exemplaires vendus. Mais au-delà des chiffres, cet album marque un tournant. C'est le moment où Michael Jackson cesse d'être simplement une légende intouchable, pour devenir une figure plus complexe, plus exposée, plus humaine. Aujourd'hui encore, History reste un projet à part dans sa discographie. Un album où, pour une fois, la star laisse apparaître l'homme. En juin 2013, deux robots français vont réussir quelque chose de rare. Ralentir le tempo et conquérir la planète. Avec Get Lucky, Daft Punk ne suit pas les tendances. Il les ignore complètement même. À cette époque, la musique électronique est dominée par des productions très compressées, des drops puissants et des structures pensées pour les clubs et les festivals. Mais eux font le choix inverse. Pas de montée explosive, pas de rupture brutale, pas de surproduction numérique. À la place, un groove. Une guitare funk signée Nile Rodgers, une basse chaude, une batterie jouée en live et la voix de Pharrell Williams, posée presque détendue. Le morceau s'inspire directement des années 1970, du disco et du funk, mais avec une précision moderne. Et derrière ce choix, il y a une vraie démarche.
Pour l'album Random Access Memories, Daft Punk décide d'abandonner en grande partie les machines pour revenir à des instruments réels, enregistrés avec des vrais musiciens. Un choix presque à contre-courant dans une industrie de plus en plus numérique. Mais c'est justement ce qui fait la différence. Get Lucky sort et devient immédiatement un phénomène mondial. Le titre envahit les radios, les soirées internet et s'impose comme l'un des morceaux les plus marquants de la décennie. Mais au-delà du succès, il y a un impact plus profond. Le morceau remet au goût du jour une manière de produire plus organique, plus humaine, plus imparfaite. Il prouve qu'un titre basé sur la simplicité, le groove et la répétition peut toucher tout le monde. Et aujourd'hui encore, dès les premières notes, quelques accords de guitare suffisent. Et instantanément, tout le monde reconnaît. Mais au-delà des écrans et des enceintes, il y a le monde. Celui qui ne se met pas en pause. Celui qui avance parfois brutalement, parfois silencieusement. Et en juin, certains événements ont marqué l'histoire. Le 10 juin 1940, la France est en train de s'effondrer. L'armée est battue, le gouvernement vacille, et l'idée même de continuer le combat semble disparaître. C'est dans ce contexte qu'un homme encore largement inconnu du grand public prend la parole depuis Londres. Son nom, Charles de Gaulle. Ce jour-là, sur les ondes de la BBC, il lance un message simple, mais radical. La guerre n'est pas terminée. Il refuse la défaite et appelle à la résistance, et invite tous ceux qui le peuvent à continuer le combat à ses côtés. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononce l'un des plus grands discours de l'histoire. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Mais à ce moment précis, presque personne ne l'entend. L'appel est diffusé sur une radio étrangère, dans un pays en pleine débâcle, et il ne sera même pas enregistré. Ce que l'on connaît aujourd'hui comme l'appel du 18 juin, et ce que vous avez vu juste avant, est en réalité une reconstitution, basée sur des versions ultérieures du discours. Et pourtant, ce message, à peine entendu, va devenir un symbole immense. Au fil des semaines, puis des années, il incarne le point de départ de la résistance française. Le moment où, malgré l'effondrement, une autre voie reste possible. Avec le recul, ce n'est pas seulement un discours, c'est un acte fondateur. La preuve qu'à certains moments de l'histoire, une voix suffit, même si, au départ, presque personne ne l'écoute. Le 23 juin 2016, les Britanniques sont appelés à voter sur une question simple, en apparence. Rester ou quitter l'Union européenne? Pendant des mois, le débat divise profondément le pays. D'un côté, ceux qui défendent le maintien dans l'Union au nom de la stabilité économique et des échanges. Le 23 juin 2016, les Britanniques sont appelés à voter sur une question simple, en apparence. Rester ou quitter l'Union européenne? Pendant des mois, le débat divise profondément le pays. D'un côté, ceux qui défendent le maintien dans l'Union au nom de la stabilité économique et des échanges. Le 23 juin 2016, les Britanniques sont appelés à voter. De l'autre, les partisans du départ qui mettent en avant la souveraineté, le contrôle des frontières et une volonté de reprendre la main sur les décisions politiques. La campagne est tendue, parfois brutale, marquée par des promesses fortes et des informations souvent contestées. Le soir du vote, le résultat tombe. Contre toute attente, le Leave l'emporte avec un peu plus de 51% des voix. Un choc politique. Non seulement pour le Royaume-Uni, mais pour toute l'Europe. Car pour la première fois, un pays membre décide de quitter l'Union européenne. Ce qui semblait impensable devient réalité. Mais le vote n'est que le début. Les années qui suivent sont marquées par des négociations longues, complexes, parfois chaotiques. Le pays se retrouve profondément divisé entre générations, entre régions, entre visions du futur. Et il faudra attendre 2020 pour que le Brexit devienne officiellement effectif. Aujourd'hui encore, ces conséquences se font sentir sur l'économie, sur la politique et sur la place du Royaume-Uni dans le monde. Un simple vote qui a redéfini l'équilibre d'un continent. Le 7 juin 1936, en France, ce ne sont pas les frontières qui vont changer,
mais le quotidien de millions de travailleurs. Depuis plusieurs semaines, le pays est paralysé par une vague de grèves massives. Les usines sont occupées, les salariés se mobilisent et la pression monte. Face à cette situation, le gouvernement du Front Populaire, dirigé par Léon Blum, réunit syndicats et patronat à l'hôtel Matignon. Après des négociations intenses, un accord est trouvé. Les salaires vont augmenter, parfois de 7 à 15% selon les secteurs. Et surtout, les conventions collectives sont reconnues. Les conditions de travail vont changer profondément. Dans la foulée, la France adopte 2 mesures majeures, la semaine de 40 heures et les premiers congés payés. Pour la première fois, des millions de Français peuvent partir en vacances. Un bouleversement. Car jusqu'ici, le temps libre est un luxe. À partir de là, il devient un droit. Aujourd'hui, ces acquis font partie de notre quotidien, mais ils ont évolué. La durée légale du travail, vous le savez, est passée de 40 à 35 heures par semaine. Les congés payés sont désormais d'au minimum 5 semaines par an. Et le salaire minimum, le SMIC, encadre les revenus les plus bas. En 1936, beaucoup de travailleurs vivent encore dans des conditions très dures, avec peu de protection et des horaires souvent bien supérieurs à 40 heures. Aujourd'hui, même si les inégalités persistent, le cadre est beaucoup plus structuré. Droit du travail, sécurité sociale, protection contre les abus. Mais au fond, tout part de là. De ce mois de juin 36, où le travail commence à laisser de la place à la vie. Et où, pour la première fois, partir en vacances est devenu possible. Mais pendant que le monde change, sur le terrain, sur les écrans et dans nos salons, d'autres histoires s'écrivent. Des exploits, des révolutions et parfois des phénomènes culturels. Et en juin, ils ont aussi marqué leur époque. Le 5 juin 1983, à Roland-Garros, un joueur français s'apprête à entrer dans l'histoire. Son nom, Yannick Noah. Face à lui, le Suédois Mats Wilander, tenant du titre et grand favori de la rencontre. Sur le papier, le défi est immense, mais ce jour-là, Noah joue libéré, porté par le public, par l'ambiance, et par une énergie rare, il impose son rythme, son jeu, son intensité, et en 3-7, il s'impose. Avec cette victoire, Yannick Noah devient le premier Français à remporter Roland-Garros depuis 1946. Et à ce jour, il reste le dernier. Mais au-delà du résultat, c'est toute une image qui reste. Celle d'un joueur charismatique, expressif, presque rock'n'roll, loin des standards plus froids de l'époque. Un joueur qui vit chaque point et qui embarque tout le public avec lui. La scène finale devient culte. Noah grimpe dans les tribunes pour enlacer son père. Un moment brut, spontané, qui dépasse le sport. Ce jour-là, ce n'est pas seulement une victoire, c'est un moment de communion, un instant où tout un pays se reconnaît dans un joueur. Et plus de 40 ans plus tard, ce souvenir reste intact, comme un exploit que personne depuis n'est venu égaler. Le 23 juin 1991, un hérisson bleu va bouleverser l'industrie du jeu vidéo. Son nom, Sonic. À cette époque, le marché est largement dominé par Nintendo et par une mascotte devenue incontournable, Mario. Sega, de son côté, est en difficulté. La Mega Drive est techniquement puissante, mais manque d'une figure forte, d'un symbole capable de rivaliser. Il leur faut un personnage, pas juste une mascotte, un visage. Plusieurs idées sont testées en interne. Un lapin capable d'attraper des objets avec les oreilles, ou encore un homme moustachu, qui deviendra plus tard le docteur Robotnik, et finalement, un hérisson. Un choix inattendu, mais un choix stratégique. Le design de Sonic est pensé dans les moindres détails. Sa couleur bleue rappelle le logo de Sega. Ses chaussures rouges s'inspirent à la fois de Michael Jackson et du Père Noël, et surtout, son attitude. Sonic n'est pas un héros classique, il est rapide, insolent, sûr de lui, presque provocateur. Là où Mario est plutôt rassurant, Sonic, lui, est cool. Et cette différence se retrouve dans le gameplay. Là où les jeux de plateforme sont encore lents et précis, Sonic, lui, mise tout sur la vitesse. Les niveaux sont conçus comme des circuits, des pentes, des loopings, des accélérations. Tout est pensé pour créer une sensation de mouvement permanente. Le joueur ne doit plus simplement avancer, il doit enchaîner, anticiper, ressentir le rythme, et derrière cette sensation, il y a une vraie prouesse technique. Les équipes de Sega optimisent la Mega Drive au maximum pour afficher des décors rapides, fluides, sans ralentissement, un défi énorme pour l'époque. Résultat, à sa sortie, Sonic the Hedgehog devient un succès mondial. Le jeu devient la vitrine de Sega et transforme la Mega Drive
en un véritable concurrent de la Super Nintendo. La rivalité entre les deux marques explose. Publicité agressive, slogans provocateurs, le jeu vidéo entre dans une nouvelle ère, celle de la guerre des consoles. Mais au-delà du duel, Sonic marque surtout un changement de ton. Le jeu vidéo devient plus dynamique, plus stylé, plus assumé. Il ne s'adresse plus seulement aux enfants, mais aussi à une génération qui grandit et qui cherche autre chose. Aujourd'hui encore, Sonic reste une icône. Et ce 23 juin 1991 marque le moment où le jeu vidéo a décidé d'accélérer. Mais parfois, l'histoire ne se contente pas d'être marquante. Parfois, elle devient improbable. Des événements réels, documentés, et pourtant difficiles à croire. Parce qu'en juin, la réalité a parfois dépassé la fiction. Bienvenue dans les infos. What the fuck? Partons désormais en Croatie. Le 4 juin 1970, un homme ordinaire monte à bord d'un train sans imaginer une seule seconde que ce trajet, banal en apparence, sera le point de départ d'une longue série d'événements qui défient toute logique. Son nom, Franz Sedlak. Et ce jour-là, le train dans lequel il se trouve déraille soudainement avant de plonger dans une rivière glacée provoquant la mort de plusieurs passagers, tandis que lui, contre toute attente, parvient à s'en sortir, blessé mais vivant. Comme si le hasard venait déjà de faire un premier choix en sa faveur. Quelques années plus tard, alors que rien ne semble pouvoir relier cet accident à ce qui va suivre, Sedlak prend place dans un avion pour un vol qui lui aussi devait être sans histoire, jusqu'au moment où l'appareil rencontre un problème en plein ciel et selon son propre récit, il est éjecté hors de l'avion avant de chuter dans une zone boisée, une chute qui en théorie ne laisse aucune chance de survie, et pourtant, une fois encore, il s'en sort. À ce stade, l'histoire pourrait déjà sembler incroyable, mais elle ne fait que commencer car au fil des années, les incidents s'accumulent comme si chaque nouveau trajet devenait une nouvelle épreuve. Un bus dans lequel il voyage quitte la route et finit dans la rivière. Un accident dont il ressent rien. Sa voiture prend feu alors qu'il est au volant, l'obligeant à s'extraire du véhicule quelques instants avant qu'il ne soit totalement ravagé par les flammes. Dans un autre épisode, le véhicule qu'il conduit explose, littéralement quelques secondes après qu'il en soit sorti, comme si, à chaque fois, quelque chose lui laissait juste assez de temps pour échapper au pire. Au total, on lui attribue 7 accidents majeurs impliquant donc tour à tour le train, l'avion, le bus, plusieurs voitures, enfin, une accumulation de situations où statistiquement les chances de survie deviennent presque nulles, et qui pourtant, dans son cas, semblent systématiquement échouer. Et puis en 2003, alors que son histoire est déjà marquée par cette succession d'événements improbables, Franz Sedlak décide d'acheter un billet de loterie. Un geste simple, banal, presque anodin, qui va pourtant ajouter une dernière pièce à ce puzzle déjà hors norme. Cette fois, le hasard ne met pas en danger, il favorise. Parce qu'il gagne plusieurs centaines de milliers d'euros. Après avoir échappé à la mort à de multiples reprises, il devient riche, comme si, après l'avoir testé encore et encore, le destin décidait finalement de lui offrir quelque chose en retour. Aujourd'hui, Franz Sedlak est souvent présenté comme l'homme le plus chanceux du monde. Un surnom qui laisse pourtant planer un doute fascinant car, face à une telle succession d'événements, une question persiste. S'agit-il réellement de chance ou d'une suite d'improbabilités si extrêmes qu'elles en deviennent presque impossibles à expliquer? Retour dans le passé et aux États-Unis. Car le 24 juin 1940, dans l'état de Washington aux États-Unis donc, un pont suspendu récemment inauguré attire l'attention des habitants pour une raison pour le moins inhabituelle. Car au lieu d'être parfaitement stable comme on pouvait s'y attendre, il se met à onduler sous l'effet du vent, donnant l'impression qu'il flotte littéralement au-dessus de l'eau. Le Tacoma Narrows Bridge, pourtant flambant neuf, devient rapidement une curiosité locale, un lieu où certains viennent observer, filmer ou même traverser la structure simplement pour ressentir ces mouvements étranges, comme si l'ouvrage était vivant. Sauf que, ce jour-là, les conditions changent. Le vent se lève progressivement, sans être exceptionnel, mais suffisamment constant pour amplifier un phénomène encore mal compris à l'époque. Et peu à peu, les oscillations du pont deviennent de plus en plus marquées, de plus en plus visibles, jusqu'à transformer la structure en une sorte de ruban gigantesque qui se tord et se déforme sous les yeux des témoins. Ce qui était au départ une simple curiosité devient alors une scène presque irréelle.
Le pont ne se contente plus de vibrer, il ondule, il se plie et se déforme de manière spectaculaire, comme si les lois de la physique perdaient soudainement emprise sur lui. Et sous les yeux de plusieurs témoins et surtout d'une caméra présente sur place, la situation bascule. La structure cède progressivement, morceau par morceau, avant de s'effondrer entièrement dans l'eau, dans un spectacle aussi fascinant qu'inquiétant. Les images encore visibles montrent une scène presque surréaliste où une construction massive, forcée pour durer des décennies, se comporte comme un simple morceau de tissu emporté par le vent. Avec le recul, cet événement devient un cas d'école en ingénierie, permettant de mieux comprendre les phénomènes de résonance et d'aérodynamique qui peuvent affecter les grandes structures. Mais sur le moment, ce que les témoins voient dépasse largement l'explication scientifique. Un pont flambant neuf qui se met à danser avant de disparaître, comme si, pendant quelques minutes, une simple rafale avait suffi à faire vaciller une certitude, celle que certaines structures sont immuables. Pardon. Allô? Oui. Oui. C'est à moi. On me demande de vous passer une petite page de réclame. Alors je vous le dis, ça finance absolument rien, mais il paraît que ça fait plus pro alors. On n'a pas trop le choix. Place à la pub. Ne passons pas à côté des choses simples. Knackierta. On est des tubes, on n'est pas des pauvres. Mais on a goût Ce qu'il vous faut, des fruits, des fruits, du fromage frais. du fromage frais. Petit filou tubes, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tube? Du fromage frais et des fruits. Chef! Aïe, ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos joues. Aïe, des claques sur vos cuisses. Des claques sur vos bras. Aïe. Super Timor est là. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur Super Timor, les insectes sont déjà morts. Super Timor avec sa nouvelle formule. Vraiment, vraiment plus fort. Super Timor. Le numéro 1. Et bien voilà, c'était la page de réclame qui était réclamée par l'équipe de production, qui sera évidemment ravie de l'apprendre, que ça n'apporte absolument rien, en tout cas financièrement. Vous aurez remarqué évidemment pendant la publicité que j'ai changé de polo, j'ai changé de micro afin de paraître plus audible et un peu plus classieux. Et justement, puisqu'on parle de classe, on va parler un peu de choses sérieuses, enfin presque évidemment. On va s'arrêter sur un moment en juin qui lui n'avait absolument rien d'une mise en scène, et encore moins d'un caprice de producteur. Allez, place tout de suite et maintenant au gros dos. Direction donc le 17 juin 1972, Washington, District County. Il est un peu plus de 2 h du matin, la ville dort encore et dans un immense complexe moderne, élégant, presque impersonnel, le Watergate Complex, quelque chose ne tourne pas rond. Des portes sont maintenues ouvertes avec du ruban adhésif, un détail dérisoire, presque absurde, mais suffisant pour alerter la sécurité. Et quelques minutes plus tard, 5 hommes sont arrêtés à l'intérieur des bureaux du Parti démocrate. Gants en caoutchouc, micro, appareil photo, matos de surveillance, tout indique une opération préparée, minutieuse, presque militaire. Sur le papier, c'est un cambriolage, mais très vite, ce cambriolage ne ressemble à aucun autre, car ces hommes ne sont pas de simples voleurs. Certains d'entre eux ont des liens avec la Central Intelligence Agency, l'agence de renseignement des États-Unis, la CIA. Des profils formés, expérimentés, habitués aux opérations discrètes, aux missions sensibles et à tout ce qui doit, en théorie, ne jamais être découvert. Et là, forcément, une question s'impose. Pourquoi des hommes liés de près ou de loin au renseignement américain se retrouvent-ils en pleine nuit à poser des micros dans le bureau d'un parti politique? Dans les jours qui suivent, l'affaire commence à faire du bruit, sans encore provoquer de véritables séismes.
La Maison-Blanche nie évidemment toute implication, parle d'individus isolés, d'une initiative sans lien avec le pouvoir, et pendant un temps, beaucoup veulent y croire. Parce que l'alternative est bien plus inquiétante. Mais dans les coulisses, deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, eux, refusent de lâcher l'affaire. Ils reprennent chaque détail, chaque nom, chaque parcours, et découvrent rapidement que ces cambrioleurs gravitent tous, d'une manière ou d'une autre, autour des sphères de pouvoir. Renseignements, opérations spéciales, politique, plus ils avancent, plus une hypothèse devient difficile à ignorer. Ce cambriolage n'est pas une erreur, c'est une mission. Alors, ils changent de méthode. Ils suivent l'argent. Des chèques suspects, des financements opaques, des circuits discrets qui petit à petit dessinent une architecture invisible. Et au cœur de cette enquête, une source anonyme presque irréelle que l'histoire retiendra sous le nom de Deep Throat. C'est lui qui leur glisse cette phrase mythique « Follow the money », suivez l'argent. Et en le suivant, cet argent, ils remontent une chaîne qui les rapproche dangereusement du sommet de l'État, jusqu'à un nom, Richard Nixon. Car derrière ce cambriolage, ce que l'on découvre progressivement, ce n'est pas une dérive isolée. C'est un système. Un système d'espionnage politique pensé pour surveiller, anticiper, affaiblir les adversaires et surtout pour sécuriser le pouvoir. Un système qui utilise des moyens légaux au service d'un objectif simple, gagner et rester au sommet. Et lorsque ce système est menacé, il se défend. Pression sur la justice, tentative d'étouffement, manipulation, mensonge. Mais malgré tout, quelque chose va leur échapper. À la Maison-Blanche, Richard Nixon a une habitude particulière. Il enregistre les conversations. Tout. Les réunions, les échanges, les décisions, persuadé que ces enregistrements resteront secrets et qu'ils serviront un jour à écrire sa propre version de l'histoire. Mais ces bandes vont devenir son pire ennemi. Car lorsque la justice exige leur remise, après des mois de bras de fer, ce qu'elle révèle est accablant. On y entend un président informé, impliqué et surtout engagé dans une stratégie pour dissimuler l'affaire. Le scandale change donc de nature. Ce n'est plus un cambriolage, c'est un abus de pouvoir. Et à partir de là, tout s'accélère. Le Congrès lance une procédure de destitution. L'opinion publique bascule, et même dans son propre camp, tous les soutiens s'effondrent. Le pouvoir, qui semblait évidemment inébranlable quelques mois plus tôt, commence à se fissurer. Le 8 août 1974, Richard Nixon prend la parole, et dans un discours resté célèbre, il annonce sa démission. Pour la première fois de l'histoire des États-Unis, un président quitte ses fonctions sous la pression d'un scandale. Le Watergate n'est pas seulement une histoire politique, c'est un tournant, une rupture dans la confiance envers le pouvoir. Un moment où le journalisme d'investigation s'impose comme un contre-pouvoir essentiel. Et une leçon qui reste, encore aujourd'hui, profondément ancrée. Même au sommet de l'État, personne n'est au-dessus des lois. Au point que depuis, chaque scandale ou presque se voit affublé du même suffixe « Gate ». Comme quoi, parfois, il ne faut pas grand-chose. Quelques hommes formés pour le secret, une nuit, une porte entrouverte, et derrière, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Voilà, donc on vient de voir qu'avec quelques micros, un peu d'argent et beaucoup d'idées, on peut faire tomber un président. Alors, rassurez-vous, ce qui arrive maintenant, c'est beaucoup moins dangereux. Enfin, quoique. Parce que l'histoire ne se joue pas seulement dans les bureaux du pouvoir, elle se joue aussi dans nos assiettes. Place à la page Airbnb, restauration, bouffe and business. Le 19 juin 1886, dans une pharmacie d'Atlanta aux États-Unis, un homme travaille sur une préparation qu'il espère capable de soulager certains maux du quotidien. Dans une époque où les pharmaciens jouent encore un rôle bien plus large qu'aujourd'hui, en proposant leur propre mélange à mi-chemin entre remèdes, stimulants et boissons de confort. Cet homme, c'est John Stice Pemberton, un ancien officier de la guerre de sécession, reconverti dans la chimie et la pharmacie, qui cherche notamment à mettre au point une alternative à certains produits de l'époque, souvent jugés trop agressifs ou addictifs. Sa recette, qu'il baptise plus tard Coca-Cola, repose notamment sur un mélange d'extraits de feuilles de coca et de noix de cola, deux ingrédients connus pour leurs effets stimulants, qui donnent à la boisson son nom, à une époque où ce type de composition n'est rien d'exceptionnel dans le monde pharmaceutique. À l'origine, la boisson est vendue directement au comptoir, au verre, comme un tonique, et c'est presque par accident qu'elle va prendre la forme que l'on connaît aujourd'hui. Lorsqu'un employé a l'idée de la mélanger avec de l'eau gazeuse plutôt qu'avec de l'eau plate, transformant une préparation médicinale en une boisson bien plus agréable, plus rafraîchissante et surtout plus facile à consommer. Mais ce qui est peut-être encore plus étonnant,
c'est que rien à ce moment-là ne laisse présager le destin de cette création, car les ventes restent modestes. Et PM Burton, malade et financièrement fragile, va progressivement céder ses droits sur la formule sans jamais voir l'ampleur que prendra son invention. Ensuite, c'est un homme d'affaires, Asa Griggs Candler, qui va racheter la marque et comprendre le potentiel, en développant une stratégie marketing agressive pour l'époque, avec une distribution de coupons gratuits, une multiplication de points de vente et surtout une volonté de transformer ce produit local en une marque reconnaissable. Le nom Coca-Cola, imaginé par son comptable, est conservé, tout comme son écriture manuscrite, devenue aujourd'hui l'un des logos les plus célèbres au monde. Preuve que dès le départ, certains éléments d'identité étaient déjà extrêmement forts. Au fil des décennies, la boisson va quitter les pharmacies pour envahir les commerces, puis les foyers, accompagnant l'essor de la consommation de masse, de la publicité moderne et même de la culture populaire, au point de devenir, bien plus qu'un simple produit, un symbole. Un symbole de l'Amérique, mais aussi de la mondialisation, capable de traverser les frontières, les cultures, les époques, tout en restant immédiatement reconnaissable. Aujourd'hui, le Coca-Cola est consommé à une échelle presque difficile à imaginer, avec près, accrochez-vous bien, de 1,9 milliard de boissons écoulées chaque jour dans le monde, ce qui en fait l'un des produits les plus diffusés de l'histoire moderne. Et dans certaines régions, figurez-vous que la boisson est même plus accessible que l'eau potable, ce qui en dit beaucoup non seulement sur sa distribution, mais aussi sur sa place dans notre quotidien. Comme quoi, ce qui était à l'origine pensé comme un remède est devenu, en un peu plus d'un siècle, un geste presque automatique pour des millions de personnes, chaque jour. Après avoir bu, maintenant, on va pouvoir manger un morceau, car le 15 juin 1940, en Californie, deux frères ouvrent un petit restaurant qui, à première vue, ressemble à beaucoup d'autres établissements de l'époque, avec des serveuses, une carte assez large, un service table classique. Dans une Amérique où aller manger à l'extérieur reste encore une expérience relativement posée. Ces deux frères, ce sont Richard et Maurice McDonald. Et très vite, ils vont se rendre compte d'un problème simple. Leur modèle est lent, coûteux, difficile à rentabiliser. Alors ils prennent une décision radicale, presque contre-intuitive pour l'époque. Supprimer tout ce qui ralentit le service. Ils vont réduire drastiquement la carte, se concentrer sur quelques produits faciles à préparer et repensent entièrement la cuisine comme une chaîne de production où chaque geste est optimisé, où chaque poste est défini, où chaque seconde compte. Ce système, ils l'appellent le triple S, le Speedy Service System, qui transforme littéralement leur restaurant en une sorte d'usine alimentaire capable de produire vite, beaucoup et toujours de la même manière. Le client ne s'assoit plus vraiment, il commande, il attend peu, il mange rapidement et il repart. Une logique qui à l'époque peut sembler complètement déroutante, mais qui va en réalité poser les bases du fast-food moderne. Et comme souvent, ceux qui inventent ne sont pas toujours ceux qui le développent. Car quelques années plus tard, un homme d'affaires du nom de Ray Kroc va découvrir ce concept et comprendre immédiatement son potentiel. Il décide alors de le dupliquer, de le standardiser et surtout de l'industrialiser à grande échelle en créant un système de franchise qui permettra à McDonald's de s'implanter partout avec les mêmes produits, avec les mêmes méthodes et surtout en apportant la même expérience. Et c'est là que tout change, car on ne parle plus seulement d'un restaurant, mais d'un modèle. Un modèle qui va transformer durablement notre rapport à la nourriture, en imposant l'idée que manger peut être rapide, standardisé et accessible partout. Aujourd'hui, McDonald's compte plus de 40 000 restaurants dans le monde et sert chaque jour des dizaines de millions de clients, faisant de ce concept né dans un petit restaurant californien une norme mondiale. Comme quoi, parfois, révolutionner le monde, c'est simplement décider de servir un peu plus vite. Comme quoi, derrière ce qu'on utilise, qu'on boit, qu'on mange tous les jours, il y a souvent un moment précis où tout commence, où une idée apparaît, et finit par changer nos habitudes. Parce qu'avant ça, rien n'existe encore. Et pourtant, en quelques années, ces objets deviennent indispensables. Alors on va revenir sur ces premières fois, ces inventions qui ont discrètement transformé notre quotidien. Le 29 juin 2007, aux États-Unis, un objet arrive dans les magasins avec une promesse simple en apparence, réunir dans un seul appareil ce que l'on transporte alors séparément. Téléphone, lecteur de musique, accès à Internet, dans un contexte où les mobiles sont encore dominés par les claviers physiques, les menus complexes et des usages relativement limités. Cet objet qui arrive, c'est l'iPhone, présenté quelques mois plus tôt par Steve Jobs avec une approche qui tranche radicalement avec ce qui existe alors, un écran entièrement tactile, sans clavier, pensé pour être utilisé directement au doigt avec une interface fluide, visuelle, intuitive. So, 3 things.
a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. C'est une nouvelle manière d'interagir avec la technologie, plus simple, plus directe et surtout beaucoup plus accessible au grand public. Très vite, ce modèle ne va pas seulement séduire, il va redéfinir les standards en poussant l'ensemble du marché à évoluer vers le tout tactile, tout en ouvrant la voie à un écosystème d'applications qui va profondément transformer les usages. En quelques années, le téléphone devient un outil multifonction capable de remplacer une multitude d'objets du quotidien. L'appareil photo, le GPS, le lecteur de musique, l'agenda, l'accès permanent à Internet, enfin, tout se centralise dans un seul appareil. Aujourd'hui, vous le savez, des milliards de smartphones sont utilisés à travers le monde. Et leur présence est devenue si naturelle qu'il est difficile de se souvenir d'une époque où il n'existait pas. Comme quoi, ce n'est pas le téléphone qui a changé, c'est surtout tout ce qu'on fait avec. Petit saut dans le temps, et on se retrouve au 26 juin 1974, dans un supermarché de l'Ohio. Un geste anodin va marquer un tournant discret mais majeur dans l'histoire de la consommation. Pour la toute première fois, un produit sera passé devant un scanner afin de lire un code barre, imprimé directement sur l'emballage. Alors ce produit, c'est un simple paquet de chewing-gum, hein. Et pourtant, derrière cette scène banale se cache une innovation qui va profondément transformer la manière dont les produits circulent, sont vendus et suivis. Car le code barre avec ses lignes noires et blanches permet d'identifier instantanément un produit, d'enregistrer son prix et surtout de transmettre des informations en temps réel sans aucune saisie manuelle. Ce que propose ce système, ce n'est pas seulement un gain de temps en caisse, c'est une nouvelle organisation du commerce, plus fiable, plus rapide et surtout plus précise. Très vite, les grandes surfaces adoptent cette technologie qui permet non seulement d'accélérer le passage en caisse, mais aussi de gérer les stocks, analyser les ventes et aussi optimiser toute la chaîne de distribution. En quelques années, le code barre devient omniprésent au point de s'imposer comme un standard mondial, présent sur presque tous les produits que nous achetons. Aujourd'hui, ce système s'est encore étendu avec les caisses automatiques, le scan mobile, les technologies sans contact. Mais le principe reste le même. Identifier, tracer, simplifier. Comme quoi, derrière quelques lignes noires se cache une révolution silencieuse du quotidien. On vient de passer pas mal de choses entre histoire, bouffe, invention et normalement, à ce stade, vous avez tout retenu. Enfin, normalement. Parce que là, on va vérifier. Et je vous cache pas que ça pourrait être un peu piégeux. Et pour finir, on va donc vérifier si vous avez réellement suivi. Je vais vous donner 3 informations, liées évidemment au mois de juin. Parmi elles, 2 sont vraies et une est totalement fausse, mais suffisamment crédible pour vous faire hésiter. Alors, à vous de jouer, mais ne trichez pas, hein, pas de recherche. Juste, dites-moi en commentaire laquelle vous pensez être fausse. Le 21 juin 1948, le micro-sillon 33 tours est officiellement présenté au public, permettant de stocker beaucoup plus de musique qu'un disque classique. Le 30 juin 1934, lors de la nuit des longs couteaux, Adolf Hitler fait éliminer plusieurs dizaines de ses opposants politiques en Allemagne. Le 18 juin 1983, le premier SMS de l'histoire est envoyé lors d'un test entre 2 ingénieurs britanniques. Alors, à votre avis, réponse en commentaire. Et on verra bien qui s'est fait avoir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette Bros View. Un voyage à travers le mois de juin où l'on a croisé des événements marquants, des inventions qui ont changé notre quotidien, et quelques histoires parfois improbables, mais pourtant bien réelles. Si une information vous a marqué, surpris ou même laissé un doute, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, donnez-moi aussi votre réponse par rapport aux infos. Si le format vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, et surtout, revenez à la prochaine. Parce qu'ici, on ne suit pas une année, vous le savez, on suit un mois, à travers le temps. Et comme disait Valérie, au revoir.